la une de cette édition de l'actualité, une rencontre entre le Premier ministre et le collectif des syndicats de l'aéronautique civile. Une rencontre qui permet au collectif d'exprimer ses inquiétudes sur certains points de la réalisation de l'exploitation de l'aéroport de Doncin. Le point des échanges à suivre dans quelques instants. Le Centre national de transfusion sanguine pris en otage par la crise dans le secteur de la santé. La structure est amputée de 70% de ses capacités selon l'association SOS 100, donc qui tire la sonnette d'alarme. La conférence de presse à suivre dans ce journal. Et l'Institut supérieur de l'image et du son du Burkina Faso qui entre dans le prestigieux cercle du Centre international de liaison des écoles du cinéma. Une reconnaissance qui permettra à l'ISIS d'écrire une nouvelle page de l'histoire du 7e art au Faso. Les travaux du SILEC à Moscou saluent le cinéma africain à travers le FESPACO. Une actualité à suivre dans quelques instants. Le président américain, lui, refuse de coopérer à l'enquête en cours en vue d'une éventuelle procédure de destitution. Donald Trump opte pour le bras de fer avec le Congrès. Le pays est plongé dans une crise constitutionnelle. On voit cela en fin d'édition. Bienvenue à tous. Merci de suivre les informations sur la télévision du Burkina. Cela dit, le président du Faso rend l'hommage de la nation à Emmanuel Salambéré, décédé le 2 octobre dernier. Magistrat à la retraite, il a été le représentant du Burkina Faso un peu partout à l'international, notamment à la Cour internationale de la justice de la Haye, dans le différent frontalier entre le Mali et le Burkina Faso. Décédé à Paris, la dépouille est attendue à Ouagadougou pour le 10 octobre prochain. Roch-Marc Christian Kaboré salue la mémoire du défunt hier dans la soirée au domicile familial Moussa Ouedraogo, Draman Guinée. La nation rend hommage au magistrat Emmanuel Salambéré. Le président du Faso est ici dans la cour familiale à Ouagadougou. Salutations chaleureuses, puis Roch-Marc Christian Kaboré laisse quelques mots dans le livre de condoléances. Il retient l'image d'un homme qui a rendu service à la nation. C'est un homme de principe, un homme qui a travaillé avec beaucoup de probité partout où il a eu des missions assumées. Et il est tout à fait normal que la nation soit reconnaissante pour tout ce qu'il a pu faire pour le Burkina Faso. C'est pour cela que je pense qu'il est important de valoriser ces qualités-là. Le travail bien fait, la probité, c'est ce que je retiens, et un homme chaleureux. Et donc c'est ce que je retiens pour avoir eu l'occasion, au moment de la séparation des chemins de fer, d'avoir travaillé pendant longtemps dans la commission avec lui. C'est quelqu'un que j'ai bien connu. Et donc je suis venu donc vraiment, dans la mesure où je voyage, présenter toutes mes condoléances à la famille. Le magistrat à la retraite est décédé le 12 octobre dernier à Paris. Président du tribunal de travail de Ouagadougou, secrétaire général du ministère de la Justice, Emmanuel Salambéré a occupé beaucoup de postes depuis 1969 jusqu'à sa retraite. C'est lui qui a représenté le Burkina auprès de la Cour internationale de justice de la Haye dans l'affaire du différend frontalier avec le Mali. Le corps de Emmanuel Salambéré arrive au Burkina le 10 octobre prochain en provenance de Paris. Sachez donc que le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, prendra part du 9 au 11 octobre 2019 à Lyon, en France, à la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La conférence de Lyon vise à mobiliser environ 14 milliards de dollars pour le financement des programmes de 2020 à 2023. Les fonds serviront à la prise en charge non seulement des médicaments, mais également à renforcer les institutions de santé et de promotion sociale dans les pays du Sud. Le chef de l'État burkinabé et de hautes personnalités, dont le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le directeur exécutif du Fonds mondial, le président du conseil d'administration du Fonds, des prix Nobel de médecine et des donateurs privés auront des échanges sur les meilleures stratégies donc, de mobilisation et d'utilisation de ces fonds au
autour du président français Emmanuel Macron. Actualité nationale toujours et direction la primature pour le carnet d'audience du chef du gouvernement burkinabé, le directeur général de l'Institut mondial pour la croissance verte, reçu hier par le Premier ministre, est allé encourager le gouvernement pour son adhésion à la structure et donner l'assurance de l'accompagnement de l'Institut au Burkina Faso. Le compte-rendu de l'audience avec Idrissa Warga et Beleman Herman Nestor Toui. Accompagner le gouvernement burkinabé dans son engagement pour la transition pour une croissance verte, le sujet est au cœur de cet échange entre le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré et le directeur général de l'Institut mondial pour la croissance verte. Franck Riesberman salue l'adhésion du Burkina à son institut et s'est dit prêt à l'accompagner. Je suis très heureux d'être ici, de discuter avec le gouvernement comment le GDI peut supporter le gouvernement, accompagner le gouvernement dans son transformation vers cette croissance verte. Cet engagement est un soutien de taille pour le gouvernement burkinabé et le département de Bassio-Bassière a déjà identifié les domaines d'intervention. Nous disposons déjà d'un bureau national. Nous avons déjà identifié avec Didier, bien sûr, un certain nombre de domaines dans les domaines d'intervention avec lesquels nous allons travailler avec l'Institut, à savoir la préparation de la mise en œuvre des éco-villages, la transition vers des villes vertes et les énergies renouvelables et que tout ce qui est investissement, bien sûr, qui tienne compte, bien sûr, de la croissance verte. L'Institut mondial pour la croissance verte compte à ce jour 33 pays membres dont le Burkina Faso qui a fait son adhésion en 2018. Le premier responsable de l'Institut invite le pays à prendre part à son assemblée prévue à Séoul pour ce mois d'octobre. Et les nouvelles dispositions en vue pour la gestion du projet de l'aéroport de Donsin passent mal au sein du collectif des syndicats de l'aéronautique et de l'aviation civile qui annonce une grève pour les 11 et 12 octobre prochains. Le Premier ministre, en sa qualité de gestionnaire de la construction de l'aéroport de Donsin, a rencontré le collectif hier. Un dialogue direct qui permet au collectif d'exprimer sa préoccupation sur l'exécution du projet et qui demande à être associé à sa mise en œuvre. Le compte-rendu des échanges avec Idrissa Warga et Beleman Herman Nestor Toui. Le Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré en tête-à-tête avec la coordination des syndicats de l'aéronautique civile. Il s'est agi pour le premier responsable en charge de la construction de l'aéroport international de Donsin d'examiner et d'échanger autour du préavis de grève des travailleurs qui protestent contre le projet de convention de délégation des services. Des satisfactions se dégagent à l'issue du dialogue. Le Premier ministre a pris quand même quelques engagements fort appréciables. Et ces engagements, en tout cas, nous allons les porter devant la base. Il faut dire que nous nous réjouissons déjà du dialogue social qui a été initié depuis que nous avons déposé notre préavis. D'abord avec notre ministre, ensuite avec le ministre des Infrastructures, parce que notre ministre était absent entre-temps, et aujourd'hui avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Selon les syndicats, le projet remet en cause un certain nombre de principes, ce qui inquiète les travailleurs. Et le ministre en charge des Transports d'insister sur l'intérêt national de ce projet. C'est un projet d'intérêt national. Et le principe qui gouverne un grand projet comme cet aéroport, c'est le principe de participation et d'implication. Il s'est trouvé en effet que tout le long du processus, les travailleurs et travailleurs syndicats se sont sentis en marge dans la conduite du projet. Ce que le Premier ministre a fait, c'est d'abord de rassurer l'ensemble des syndicats de sa volonté, la volonté du gouvernement et du président du Faso de faire en sorte que ce projet, qui est un projet du peuple burkinabé, soit un projet dans lequel chacun aura sa part de contribution à donner. Le Premier ministre a instruit que le dossier des travailleurs soit examiné au plus haut niveau et que les syndicats soient impliqués dans la mise en œuvre de ce projet.
Les partenaires au développement du Burkina Faso venant de ce pays réaffirment leur volonté de rester au Faso pour accompagner les efforts de développement du gouvernement. Pour les ONG et associations belges, pas question de quitter le pays des hommes intègres au moment où il a le plus besoin de soutien. Les partenaires renouvellent ainsi leur engagement au Premier ministre à Bruxelles. Le point complet de la rencontre avec Amadou Ilboudo et Moumouni Soubega. C'est un face-à-face entre le Premier ministre burkinabé Christophe Joseph-Marie Dabiré et les représentants des ONG et associations belges intervenant au Burkina dans le cadre de la coopération décentralisée. Malgré le contexte sécuritaire difficile, ses amis du Burkina ne comptent pas tourner le dos au pays. Ils réaffirment leur volonté de continuer à appuyer le Burkina dans sa quête de développement. Nous avons eu le coup de foudre, en plus du pays, pour venir s'implanter et aider les aveugles là-bas, tant dans l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, les petits crédits, l'enseignement, donc construction d'écoles et tout. Voilà surtout ce que nous faisons au Burkina. Et avec notre ami Thierry, en plus, nous nous étendons sur les enfants qui sont atteints de surdité et les enfants des rues. Une position qui ne laisse pas indifférent le chef du gouvernement burkinabé. Il félicite ses ONG et associations pour leur contribution au développement du Burkina. Ils sont tous engagés, ils compatissent sérieusement avec nous sur ce que nous traversons, mais ils veulent coûte que coûte repartir. Des fois, il y a des zones où c'est vraiment dangereux, donc je demande un peu de patienter. Mais après, ils y vont quand même. C'est extraordinaire dans cette période où on fait tout en noir pour le Burkina Faso. On est surpris de constater qu'il y a des organisations de ces pays développés qui estiment qu'il faut apporter quelque chose au Burkina Faso. Et je leur ai dit, ils peuvent être sûrs que le gouvernement ne prendra jamais une décision qui remette en cause leur intégrité physique s'ils viennent au Burkina Faso. Ça veut dire que nous prendrons les dispositions pour qu'ils puissent faire leur travail dans la sérénité, pour qu'ils puissent continuer à accompagner nos populations dans le processus de développement que le chef de l'État est en train de construire avec le soutien de l'ensemble de notre peuple. Ces ONG et associations belges interviennent au Burkina dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau, de la formation professionnelle et de la promotion de la petite économie. La diaspora burkinabé de Belgique, qui est également préoccupée par la situation sécuritaire dans leur mère patrie. Les échanges entre le Premier ministre et les compatriotes à Bruxelles permettent de rassurer les uns et les autres. Christophe Joseph-Marie Dabiré leur donne les nouvelles du pays et recueille leurs préoccupations, dont la principale est l'accès aux documents administratifs. Reportage Amadou Ilboudo, Moumouni Soubega. Le Premier ministre face au Burkinabé de Bruxelles, du Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg et d'Anvers. C'est une rencontre voulue par Christophe Joseph Dabiré pour prendre connaissance de leurs préoccupations. Des préoccupations qui se résument entre autres à l'inaccessibilité aux documents officiels comme la CNIB et le passeport. Les compatriotes de Bruxelles disent également être préoccupés par la dégradation du climat sécuritaire du pays et des pratiques comme la corruption. Il nous a rassuré qu'ils sont en train de travailler pour équiper nos forces de défense, en tout cas du matériel nécessaire et de la formation adaptée pour pouvoir faire face à ce fléau que nous devons tous combattre. Et il a profité aussi de nous interpeller, nous qui vivons à l'extérieur, de rester solidaires afin de pouvoir apporter notre contribution justement pour aider à cet effort-là qu'ils sont en train de faire au niveau du pays. Nous sommes fiers d'avoir reçu le Premier ministre ici à Bruxelles. Nous sommes contents des échanges parce que c'était à bâton rompu. Mais nous sommes très contents parce que chacun a été satisfait de tout ce qui a été dit. Pour le Premier ministre, leurs préoccupations seront prises en compte. Concernant la sécurité, Christophe-Marie Joseph Dabiré se veut rassurant. Ils ont exprimé un certain nombre de préoccupations. Ils ont fait des observations et des critiques sur la gouvernance et je trouve que c'est de bonne guerre. Et nous leur avons donné toutes les assurances par rapport à un certain nombre de choses. Bien évidemment, nous avons parlé de la sécurité. Et la grande préoccupation de tous les Burkinabés qui sont à l'extérieur, c'est de savoir réellement qu'est-ce qui se passe au niveau du pays.
Parce que souvent, les réseaux sociaux obèrent la vérité et leur envoient des messages qui sont souvent négatifs. Je leur ai rappelé que le Burkina Faso, c'est 20 millions d'habitants. Et les 20 millions d'habitants continuent de vivre sur ce territoire malgré l'adversité. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'ils aient la bonne information et qu'ils puissent contribuer à faire en sorte que l'espoir renaisse au niveau des populations qui sont au Burkina Faso et qui y vivent malgré l'adversité, pour qu'ensemble nous puissions travailler à repousser hors de nos frontières le terrorisme qui aujourd'hui compromet la sécurité de nos populations. On estime à plus de 3000 le nombre de Burkinabés vivant en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, aux Pays-Bas et en Irlande. Et avant de prendre congé de ses compatriotes, le Premier ministre les a invités à cultiver les valeurs de cohésion, d'unité, de solidarité, de paix et d'amour entre eux et à se conformer aux règles de leur pays d'accueil dans leur comportement de tous les jours. Retour au Burkina pour d'autres actualités nationales avec la lutte contre la chenille légionnaire d'automne qui se formalise. Le comité national chargé de la gestion vient d'être installé avec pour mission principale de trouver des solutions qui permettront d'éradiquer le fléau. À savoir que plus de 5% de prévisions agricoles sont détruites par cet insecte. C'est la sécurité alimentaire qui est menacée par le ver. Nous découvrons les membres du comité national de lutte contre la chenille légionnaire avec Ismaël Diloma Sirima. Ces vers sèment la désolation dans les champs de céréales. Les chenilles légionnaires ont envahi plus de 100 000 hectares en 2016 et 2017 au Burkina Faso. Elles ont également détruit plus de 190 000 tonnes de prévisions de récolte. Ainsi, le ministère de l'Agriculture a engagé un combat pour vaincre les chenilles légionnaires au Burkina Faso. Chaque année, nous constatons que près de 5% de nos récoltes sont détruites à cause de cette chenille. Donc ça constitue réellement une problématique. Et ça attaque l'ensemble des cultures céréalières comme le maïs, le mil, le sorgho. À l'avant-garde de ce combat contre les chenilles légionnaires, il y a une équipe de 23 acteurs. Ils ont été sélectionnés dans les départements de l'environnement, des ressources animales et de l'agriculture. Ils constituent l'équipe du Comité national de lutte contre les chenilles légionnaires et leur mission est bien claire. Dégager des perspectives en termes de lutte en utilisant les moyens les plus appropriés, y compris en empruntant de bonnes pratiques qui viennent d'ailleurs soit sur le continent ou d'Amérique latine, et aussi en sensibilisant les acteurs, particulièrement les décideurs politiques, sur l'importance de prendre des actions vigoureuses contre ce fléau et contre tous les ravageurs de façon générale. Le Comité national de lutte contre les chenilles légionnaires est également chargé d'évaluer l'impact de ces ravageurs sur l'agriculture et sur l'économie. Et puis, un nouveau projet qui devrait renforcer davantage les capacités du gouvernement dans la planification, l'exécution et le suivi-évaluation des initiatives de développement dans le secteur agricole. Il s'agit du projet de renforcement du dispositif de pilotage de la transformation structurelle de l'agriculture, dont le ministère de tutelle vient d'obtenir le financement avec l'Agence pour la Révolution verte à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Le projet est lancé à Ouagadougou ce 8 octobre en présence de Dramane Guéné. Ils sont une équipe de 4 personnes pour piloter le nouveau projet. Le projet de renforcement du dispositif de pilotage de la transformation structurelle de l'agriculture au Burkina. Ce matin, c'est le ministre de tutelle lui-même qui procède au lancement du projet qui pèse 2 milliards de francs CFA. Et cela va permettre vraiment de renforcer les capacités de suivi, les capacités de coordination, d'organisation de l'ensemble des partenaires vers des cibles qui vont nous permettre vraiment d'aller vers une transformation structurelle de notre agriculture. Nous voulons prendre par exemple l'exemple de l'initiative que le chef de l'État a lancée, 1 million de tonnes de riz paddy d'ici les 2 ou 3 ans à venir. Dans ce cadre, nous travaillons avec AGRA pour fédérer l'ensemble des partenaires autour de cette initiative. C'est l'AGRA, l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, qui finance entièrement le projet.
Un projet dirigé vers le renforcement des capacités de planification, d'exécution et de suivi-évaluation des initiatives du gouvernement. Le projet-là, c'est vraiment de s'assurer que le secteur agricole est effectivement bien piloté et que, in fine, les investissements qui sont réalisés dans ce secteur vraiment bénéficient aux acteurs vraiment à la base et que le Burkina Faso puisse engendrer vraiment cette dynamique de révolution verte. Le projet de renforcement du dispositif de pilotage de la transformation structurelle de l'agriculture au Burkina court jusqu'en 2022. Des impacts sont alors attendus sur le terrain. Rendez-vous est donné cette année à Bobo-Dioulasso du 15 au 18 octobre pour les 29e journées nationales de la qualité et la 8e édition du prix burkinabé de la qualité. Deux activités qui visent la promotion de la culture, de la qualité au sein des entreprises. 20 entreprises sont en lice pour cette édition pour les 12 prix mis en jeu. Le point des événements est fait par les organisateurs à la presse. Nous suivons le compte rendu avec Paul-David Bambara et Adama Koulibaly. Faire de la culture qualité le levier de la transformation structurelle de notre économie, c'est sous ce thème qu'auront lieu cette année les 29e journées nationales de la qualité et la 8e édition du prix burkinabé de la qualité. Ces activités visent plusieurs objectifs. Promouvoir la culture qualité au sein de la population, encourager la mise en place de la démarche qualité dans les organismes, reconnaître les mérites des organismes privés et publics performants au plan national, valoriser les performances en matière de qualité et l'image de marque des meilleurs organismes par l'octroi de récompenses. Le Grand Prix, qui est le prix burkinabé de la qualité, appelé aussi prix diamant, au prix de l'excellence dans la qualité, dans la catégorie A, est remis par le président du FASO. L'édition 2019 des Journées nationales de la qualité et du prix burkinabé de la qualité se tiendra à Bobo-Dioulasso du 15 au 18 octobre prochain et sera marquée par plusieurs activités. Les activités prévues au cours de ces journées sont entre autres les formations, les sensibilisations, les panels, des conférences, le partage d'expériences et le réseautage, une émission télé, des visites d'entreprises, des expositions, etc. 12 prix seront décernés aux 20 entreprises qui sont en lice pour la compétition. Le coût global de l'organisation de ces deux événements est d'environ 98 millions de francs CFA. Et nous reparlons plaidoyer sur les mutilations génitales féminines et violences faites aux femmes. Après les journalistes et communicateurs, la présidente du groupe d'action de lobbying et de plaidoyer, Sika Kaboré, s'adresse au Conseil national de la jeunesse. Le message de l'épouse du chef de l'État aux jeunes est le même. Il faut un engagement véritable dans ce combat pour la survie et le bien-être de l'autre moitié du ciel au Burkina Faso. La rencontre a lieu toujours à Zignaré. Reportage Paul-David Bambara, Amandine Lalsaga. Sika Kaboré multiplie son plaidoyer pour venir à bout des mutilations génitales féminines MGF et du mariage précoce. À Zignaré, après les hommes de médias, c'est au tour des membres du Conseil national de la jeunesse de s'informer sur ces vieilles pratiques qui portent atteinte à l'intégrité féminine. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est intéressant également de rencontrer les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui sont les premières victimes de toutes ces manifestations diverses, que ce soit les violences basées sur le genre, que ce soit le chômage, le manque d'emploi, etc. Et donc, nous avons pensé qu'il serait bon également, étant donné qu'ils sont les premières victimes, qu'ils puissent être sensibilisés. À travers des communications, ces jeunes vont recevoir les informations nécessaires pour s'engager aux côtés du galop dans sa lutte contre les MGF et le mariage précoce. Une fois qu'on aura fini et qu'ils retourneront dans leur communauté, qu'ils puissent relayer notre message auprès de tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement aujourd'hui, qu'ils puissent relayer le message également au niveau des conseils régionaux de la jeunesse au Burkina Faso. Nous pensons que tout le monde doit être sensibilisé. Nous sommes tous concernés par cette problématique qui affecte la santé des femmes et des enfants et qui empêche les femmes de contribuer véritablement au développement de notre pays. Après le plateau central,
Le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer mettra le cap sur le centre-est. Objectif, sensibiliser toutes les couches sociales sur ces fléaux courant ce mois d'octobre déclaré mois rose et consacré à la lutte contre les mutilations génitales féminines. Et la protection des mineurs en conflit avec la loi au centre d'une rencontre d'échange entre le ministère en charge des droits humains et les acteurs de la chaîne pénale. Des discussions qui ont pour but de permettre à la justice burkinabé d'être en phase avec les normes internationales sur la question de la protection des mineurs. Reportage Issa Kafando, Olopoda. En 2015, l'annuaire statistique de la justice révèle que 673 mineurs ont été incarcérés. Le phénomène prend de plus en plus une proportion inquiétante au regard du contexte d'insécurité grandissante dans le pays. Une situation qui amène ici les acteurs de la chaîne pénale à se concerter afin de trouver des solutions pour la protection des enfants de moins de 18 ans en conflit avec la loi. D'échanger sur les obstacles qu'ils rencontrent dans la mise en œuvre de leur mission et puis échanger, faire l'état de vue de la situation comparativement aux directives à ce qui est recommandé par les textes au niveau international. Et pourtant, il existe des dispositions légales en matière de protection des mineurs en conflit avec la loi. Des dispositions qui privilégient les mesures éducatives en lieu et place de la répression. Il est question donc d'analyser ces dispositions internationales en vue de mettre à la disposition des décideurs politiques un mécanisme cohérent de protection des droits des enfants de moins de 18 ans en conflit avec la loi au Burkina Faso. Et comme nous l'annoncions dans les titres, le Centre national de transfusion sanguine qui subit de plein fouet les conséquences de la crise dans le secteur de la santé au Burkina Faso. Selon l'association SOS 100 qui tire la sonnette d'alarme, à plus de 70% des capacités du centre sont pris en otage dans ce bras de fer entre les travailleurs de la santé et le gouvernement. L'association fait le point à la presse. Aras Manezoundi, Olopoda. 70% des malades sont condamnés à une mort certaine pour manque de sang. C'est un constat fait par l'association SOS 100 depuis le 7 juin 2019. Un constat qui fait aussi ressortir que les mouvements d'humeur et les grèves dans le secteur de la santé sont à la base de la rupture de ce liquide précieux dans les centres nationaux de transfusion sanguine. De nombreuses femmes enceintes et des enfants innocents et fragiles vont encore mourir tristement dans cette crise. Il est inacceptable que l'opinion publique, les leaders d'opinion et de décision, les partis politiques et les ONG restent silencieux et insensibles à cette hécatombe inutile et évitable. À cette triste réalité s'ajoute la situation sécuritaire que connaît le Burkina Faso. La situation est donc dramatique, selon l'association des donneurs bénévoles de sang, qui exprime ici son incapacité de satisfaire la demande en sang dans les CHR et CMA. Toute personne en bonne santé qui n'a jamais donné son sang à rejoindre les 9 sites fixes de collecte du CNTH pour le geste qui sauve quand les agents de santé ne sortent plus pour collecter le liquide vital. Il y a 2 sites à Ouagadougou, un à Paspanga sur la route de l'hôpital Yarardo et l'autre à Tengango collé au CHU de Tengango. Les autres sites fixes sont Bobo Dioulasso Koudougou, Fada, Woyuguya, Kaya, Dedougou et Gawa, au sein des centres de transfusion sanguine. L'urgence commande un dialogue franc et constructif entre le gouvernement et le Chincha afin de mettre fin à ces mouvements d'humeur qui fragilisent le secteur de la santé. Le gouvernement qui veut compter sur sa politique nationale de protection sociale pour opérer un changement qualitatif donc dans les conditions de vie des couches les plus vulnérables.
Il y va pour ce faire de l'appropriation de cette politique par l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine pour sa mise en œuvre efficiente. Une formation est ouverte à Manga sur les enjeux de la politique nationale de protection sociale. Reportage Salifou Belem, Maxime Zongo. Afin de contribuer au changement qualitatif des conditions de vie des couches les plus vulnérables, le gouvernement du Burkina a adopté en 2012 une politique nationale de protection sociale, PNPS. Dans la pratique, il ressort que ces enjeux sont peu ou mal connus. C'est donc pour permettre aux acteurs intervenant dans le domaine de mieux s'approprier son contenu que la présente formation a été initiée. Il faut que l'ensemble des acteurs s'approprient de cette politique pour pouvoir accompagner la mise en œuvre. Depuis l'adoption de la politique nationale de protection sociale en 2012, on s'est rendu compte que très peu d'acteurs connaissent la politique. L'atelier de Manga, qui constitue la première étape d'une série de formations qui s'étendra à toutes les régions du pays, réunit des représentants des ONG intervenant dans le domaine de la protection sociale. Des communications autour de la politique nationale de protection sociale, ces instruments de mise en œuvre sont dispositifs institutionnels de suivi, évaluation et bien d'autres aspects seront largement développés. En culture, c'est une reconnaissance qui ouvre de nouveaux horizons pour l'Institut supérieur de l'image et du son du Burkina Faso. L'ISIS vient d'être reconnu à Moscou comme membre à part entière du Centre international de liaison des écoles du cinéma. L'ISIS devrait bénéficier de l'expertise de 180 prestigieuses écoles de cinéma du monde. C'est une nouvelle page donc de l'histoire du 7e art que l'école entend écrire avec cette admission tant rêvée depuis 2005. Le point complet des travaux du SILECT depuis Moscou avec Zalissa Sanfo. À l'unanimité de tous les votants, le Burkina Faso, à travers l'Institut supérieur de l'image et du son ISIS, inscrit son nom parmi les écoles de cinéma les plus prestigieuses au monde. Membre observateur depuis 2005 du Centre international de liaison des écoles de cinéma et de télévision SILECT, l'ISIS peut enfin pousser un ouf de soulagement. Il est désormais full member. Il est désormais membre à part entière de ce centre. On est très heureux. Le dossier a été accepté. Un nouveau jour se lève pour la formation à l'ISIS parce que toutes les opportunités que le SILECT va apporter pour les pays, je dirais que non, ça permettra un bon décollage. Et avec cette admission, c'est une nouvelle page de l'histoire du cinéma africain, de l'histoire du FESPACO et de l'histoire de la formation qui se crée ici à Moscou. Now it is an upgrading of this relationship. Maintenant, c'est le haut niveau du partenariat. L'école est membre d'un consortium avec des écoles de New York, de Californie, des écoles françaises, de Londres, des écoles de cinéma de Beijing. Je ne peux pas tout citer ici, mais c'est pour vous dire qu'on a atteint le sommet. Quand vous arrivez au Kenya et que vous dites Burkina Faso, on vous dit FESPACO. Alors c'est très important que nous ayons une école dans le pays qui est considéré comme le lieu de la création cinématographique africaine. Et nous espérons que plus d'écoles soient acceptées au SILECT. C'est seulement à ce prix que notre cinéma sera compétitif. Le Centre international de liaison des écoles de cinéma compte 180 écoles issues de 60 pays de tous les continents. Et tous ceux qui sont membres à part entière du SILECT disent y avoir trouvé la scène idéale où se joue l'histoire du cinéma du monde. Que le SILECT, c'est l'ensemble des écoles. Et nous essayons au sein du SILECT d'avoir les meilleures pratiques. Nous échangeons les enseignants qui sont de très haut niveau, que ce soit des professionnels ou des universitaires. Donc de ce point de vue, la formation étant un atout important pour le succès et la qualité, il est évident que dans l'environnement du SILECT, de par ce qu'on peut avoir du SILECT, il est évident qu'il
la qualité du cinéma africain va nécessairement s'améliorer. Les travaux du SILECT 2019 démarrent donc bien pour l'ISIS, qui entend profiter de son nouveau statut de membre à part entière pour nouer des contacts, développer des partenariats, pour être une référence dans la formation au métier du cinéma en Afrique et partout ailleurs. Et à Ouagadougou, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication décline sa nouvelle vision à ses partenaires. Une vision qui tient compte des besoins du marché. La formation initiale et la formation à la carte constituent les offres de formation holistique dans cette nouvelle dynamique que l'équipe dirigeante veut impulser à l'école publique du journalisme au Burkina Faso. Les échanges ont lieu en marge de la sortie de la 31e promotion. Reportage Nongbakuda Jérôme Tendano. Opération de charme de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. En marge de la cérémonie de sortie de la 31e promotion de l'Institut, Zoumana Traoré et son équipe expliquent ici la nouvelle vision de l'école. Une vision qui prend en compte les besoins spécifiques de chaque acteur ainsi que les exigences du moment dans le domaine. C'était la formation initiale uniquement qui était opérée. Et là, les gens sont formés sur 2 ans, sur 24 mois ou 21 mois. Mais là, ça peut être peut-être des formations de courte durée. Il s'agit bien entendu de la dimension formation à la carte, comme nous l'avons dit, qui peut vous amener à obtenir un diplôme ou qui peut vous qualifier. Donc, c'est de regarder au niveau de chaque acteur et puis faire l'option pour que chacun puisse tirer en tout cas le profit, le meilleur profit de ce que nous voulons aménager en termes de formation. Ces innovations de l'ISTIC sont la résultante d'une enquête menée auprès de potentiels demandeurs de formation. Une prise en compte des besoins du marché marquée surtout par la flexibilité de l'offre. On se retrouve très rapidement dans le milieu de l'emploi, dans le milieu professionnel et on se rend compte assez rapidement également qu'il y a des carences, il y a des tares qu'il faut combler. Et donc d'avoir une école, un institut qui puisse offrir des formations continues ou à la carte, donc ce qui nous permet parallèlement de continuer notre activité professionnelle, je pense que c'est à saluer. Nous avons approché donc l'ISTIC dans le sens donc de former 2 agents. Avec les échanges, nous avons dû constater que le cycle n'existe pas pour le moment, mais l'ISTIC s'attellera pour en tout cas satisfaire tous ses partenaires. Et vraiment, j'en suis très ravie. Pour davantage tenir compte des besoins de ses partenaires, Zoumana Traoré annonce une série d'activités entrant dans le cadre du développement de l'ISTIC. Il s'agit entre autres des questions liées aux locaux et aux cours du soir. Actualité hors du Burkina Faso, aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump opte pour le bras de fer avec le Congrès. Le président américain fait savoir qu'il n'a nullement l'intention de coopérer dans l'enquête en cours en vue d'une éventuelle procédure de destitution contre lui. Donald Trump choisit le bras de fer avec le Congrès. Le président américain a annoncé qu'il refusait de coopérer à l'enquête menée en vue d'une procédure de destitution. Dans une lettre adressée à Nancy Pelosi, la chef des démocrates à la Chambre basse, son conseiller juridique dénonce une enquête partisane et anticonstitutionnelle. Elle a pour objectif de déterminer dans quelle mesure le chef de l'État a exercé des pressions sur son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour obtenir des informations sur son rival Joe Biden. Ce mardi, déjà, la Maison-Blanche a empêché l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne de témoigner devant le Congrès dans le cadre de cette affaire. Et puis 2 actualités au menu de la revue de presse de ce jour. Laurent Gbagbo qui tient à la présidentielle ivoirienne de 2020 et la crise au CDP avec le camp Mamadi Kwanda qui est absent de la rencontre d'Abidjan. La lecture croisée des parutions de ce mercredi avec Sekou Zongo. Une rencontre ultime entre l'ancien président Blaise Compaoré et les protagonistes de son parti, le CDP, affiche aujourd'hui face à sa une. 6 émissaires, dont le camp d'Edi Komboyogo et celui de Léonce Koné, face à un rompu aux équations politiques, certes, mais il faut se le dire, la tâche demeure compliquée pour Blaise Compaoré. Où est passé Mahamadi Lamine Kwanda dans cette affaire, se questionne le journal Le Pays. Dans sa rubrique Révélation, les protagonistes représentés à Abidjan sont Edi Komboyogo,
Achille Tapsoba, Jean de Dieu Somda, Léonce Koné, Salia Sanou et Yaya Zungrana. À y voir de près, un camp manque à l'appel, celui de Mahamadi Lamine Kwanda. Est-ce la volonté du fondateur de ne pas associer le camp Kwanda ou est-ce des manœuvres de Léonce Koné? En tout cas, le camp Kwanda se pose toujours des questions et attend les conclusions de la rencontre, révèle le journal Le Pays. Pendant que Blaise Compaoré cherche une union de ses camarades politiques, Laurent Gbagbo trépille déjà d'impatience pour la présidentielle de 2020. 8 mois après sa libération et son installation dans la capitale belge, l'ancien président ivoirien a introduit par l'intermédiaire de ses avocats une révision des conditions de sa libération, peut-on lire dans l'Observateur Palga. Ce plaidoyer de 22 pages, dressé par maître Emmanuel Alit est sans détour. Le natif de Mahama, malgré sa longue traversée du désert, piaffe d'impatience de descendre de nouveau dans l'arène politique. Le fondateur du Front populaire ivoirien tient son ultime combat politique peut-être. Pourra-t-il regagner la Côte d'Ivoire et le mener? Rien n'est moins sûr, conclut aujourd'hui au Faso. Fin des informations sur la télévision du Burkina. Merci de votre attention.